Regard croisé, c'est le moment. La première partie n'a pas eu lieu. Toutes nos excuses. Et cette fois-ci, nous sommes là avec les confrères de la presse sur ce plateau. Deux patrons de presse. Basile Agbo, il est le patron du journal Freedom Fighters. C'est ça, Basile. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Tommy et bonsoir aux amis téléspectateurs de New World TV. Et je voudrais profiter également pour dire toutes les condoléances à la famille de la presse parce que depuis la fin de la semaine dernière, nous avons perdu un grand confrère en la personne du confrère Holonou. Oui. Et donc du journal Carrefour. Je voudrais profiter donc, pour ne pas l'oublier de ça pour présenter donc les condoléances à la famille éplorée, la famille de la presse togolaise et tous ceux qui l'ont connu et l'ont aimé. Oui, c'est un doyen très aimable. Hein. Très aimable. Il donne souvent des conseils, sages conseils à nous qui sommes bien sûr des jeunes de la corporation. Beaucoup. Et donc je ne peux pas conseiller cette émission. Sur le même plateau, Vivien Tommy, bonsoir et merci d'être là. Vous êtes le patron du journal de La Plume Libre. Plume Libre. Bien voilà, sûr. Pas la Plume Libre. Bonsoir, et j'irai dans le même sens que Basile en disant toutes nos condoléances à la famille biologique et à la famille professionnelle de notre doyen John qui s'en est allé. Et vous savez, la vie ressemble à un podium de théâtre où tout le monde vient suivant ce que l'auteur de l'œuvre a prévu. On joue son rôle et puis après on s'éclipse. On rentre derrière les coulisses et des fois à jamais. Parce que si c'était dans l'autre théâtre, on allait réapparaître. Donc, beaucoup de courage et condoléances à la famille biologique, mais aussi à toute la presse togolaise dans tout son ensemble. Messieurs, ainsi planté le décor, nous allons aborder le deuxième thème, la Guinée, polémique autour du maintien du double scrutin de dimanche qui arrive. Basile Agbo, vous suivez l'actualité dans ce pays de Alpha Condé depuis quelques jours, de report en report, finalement le nettoyage du fichier électoral. Et on maintient le cap malgré cette affaire qui fait la peur dans tout le monde entier, le coronavirus. Malgré le coronavirus, c'est vrai, la vie continue. Mais je crois que cette affaire de la Guinée, on en a longuement épilogué sur ce plateau. Et toutes les semaines passées, on en a longuement parlé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore dire dans le problème de la Guinée? On a comme l'impression que le président Alpha Condé a un programme bien arrêté. Et donc, pour lui, advienne que pourra, ça passe ou ça casse. Et donc, je suis en train de voir que la politique guinéenne a vraiment des problèmes, a du plomb dans l'aile. Et finalement, on dira que chaque peuple mérite son président. Ou alors, qu'est-ce qui se passe effectivement en Guinée? Donc, je crois que les Guinéens auront donc la solution à leurs problèmes si tant est que chacun aime son pays et chacun voudrait du bien pour son pays. Mais nous leur souhaitons que Dieu fasse en sorte que les problèmes qui sont en train de se trouver aujourd'hui puissent être résolus et qu'ils ne soient pas en face de deux gros problèmes, des problèmes politiques et des problèmes sanitaires. On souhaite que le problème sanitaire puisse bien s'en préoccuper, mais que le problème politique aussi n'occulte pas donc le défi que nous pose aujourd'hui le coronavirus. Vivien. Vous savez, c'est un comportement du président Alpha Condé qu'on ne peut pas comprendre. Ce qui m'étonne, c'est que quand des intellectuels sont restés dans l'opposition pendant des décennies et ils accèdent au pouvoir, on a du mal à comprendre les actes qu'ils posent. Si on prend quelqu'un comme un ancien grand opposant comme le professeur Alpha Condé, on a du mal à comprendre pourquoi certaines décisions. Mais vous savez que la Guinée a habitué le monde entier à ce son de cloche, c'est-à-dire qu'on fonce, advienne que pourra. Alors aujourd'hui, on pourra se poser la question, est-ce qu'on se retrouve dans les années 1958
où malgré tout, la Guinée veut quand même avancer, aller décider. Parce que si on prend même l'ONU, les Nations Unies ont pu reporter des sessions juste à cause du mal, à cause du coronavirus. Et si on prend les sommets qui ont été annulés, il y en a plein. Alors, aujourd'hui, au niveau national, les chefs d'État qui devraient se rendre en Guinée ont proposé gentiment, diplomatiquement, qu'on puisse, à cause du fléau qui est en train de sévir, reporter les scrutins. Mais on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on est souverain, donc on peut s'entêter et on ne peut pas comprendre que suivant les dispositions, il ne faudrait pas qu'il y ait de grands regroupements pour essayer de diminuer le mal. Vous savez, le virus qui est en train de faire du mal aujourd'hui, ça va partir. Ce n'est pas éternel. Et il y a eu beaucoup d'autres cas, des fois même plus graves que ça. L'humanité a déjà connu la peste. L'humanité a connu le choléra avec des dégâts pas possibles. Les gens ont vu des familles décimées, des familles disparaître à cause des maladies. Mais si les mesures sont prises à temps, on essaie quand même de diminuer le mal que cela peut faire. On essaie au moins de diminuer le nombre de victimes. Bon, on ne peut pas comprendre que quelqu'un comme Alpha Condé soit au pouvoir et qu'on soit face à un ennemi, comme pour utiliser les termes du président Emmanuel Macron de la France. Nous sommes en guerre contre un ennemi qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on connaît. Mais alors, les premières dispositions, pas de regroupement en réalité de plus de 200, 300 personnes. C'est même trop. Alors, déjà même dit c'est trop. Hein? Donc, aujourd'hui, le nécessaire, c'est que les gens ne se touchent pas, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'état, effectivement, de tous ceux qui seront dans les queues pour pouvoir faire le vote. Il vaut mieux, d'une façon sage, de décider d'un petit report. Mais on a comme l'impression que M. Condé a peur de reporter, effectivement, le scrutin. Peut-être que cela va avoir des impacts sur les résultats que lui, il escomptait. Et c'est de bonne guerre parce que en politique, vous savez, les calculs sont tellement faits. On a vu dans d'autres pays, quand on a voulu parler du coronavirus, certains ont failli tromper l'opinion nationale en disant ou en prétestant que peut-être c'est pour éviter qu'il y ait des regroupements politiques. Mais le mal est là et tout le monde suit l'actualité. Et si on prend des pays comme l'Italie, si on prend l'Iran, la France, beaucoup de pays ne s'en sortent pas. Les pays qui sont mieux équipés. Vous voyez un pays comme la France où les médecins se plaignaient de la dernière fois et disaient « Nous n'avons que 5000 lits d'opération pour toute la France. » Je dis « Waouh, vous en avez 5000 pour vous. Donnez-nous 50 pour le Togo. » Alors, des pays africains ne sont pas bien équipés, aussi que, comme les pays occidentaux, pour lutter efficacement contre le mal. Donc, la meilleure façon, c'est de mettre en avant la prévention. Et on a comme l'impression que, selon les gouvernements de la Guinée, advienne que pourra. On s'en fout. Le nécessaire, c'est que le vote soit fait. Et c'est très dangereux et c'est dommage pour ce pays. Que va-t-il gagner justement en maintenant ce scrutin-là, quand bien même que ça ne va pas visiblement? C'est vrai que le problème politique de la Guinée est un problème récurrent. Et au travers donc de tous les gouvernements qui se sont succédés donc en Guinée, la Guinée n'a pas toujours connu une stabilité jusqu'à ce que donc Alpha Condé soit là. Alpha Condé recherche aujourd'hui, comme tout le monde est en train de le dire, une occasion pour se maintenir au pouvoir, pour avoir une constitution à lui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est là où on veut cumuler un référendum avec une élection législative. C'est-à-dire que les gens iront au même jour pour se mettre, je ne sais pas, d'accord ou pas sur une constitution, au cas où cette constitution recevait donc un pourcentage qui révoque, c'est-à-dire que au cas où le non l'emporte, supposons que le non l'emporte et que le référendum donc n'est pas adopté. Et les députés qui seront élus
sur quelle base constitutionnelle? C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Tout à l'heure, Toby disait que en Afrique, on a comme l'impression que des professeurs qui sont devenus donc présidents, qui ont végété pendant longtemps dans l'opposition. Il dit avoir fait près de 40 ans l'opposition. Voilà. Donc, c'est comme si on veut gagner ce qu'on a perdu pendant les 40 ans en étant dans l'opposition. On veut maintenant le gagner au pouvoir. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on cherche coûte et coûte à obliger les populations à s'aligner sur quelque chose qui est un peu inconcevable. On fait un référendum sur une constitution et on élit des députés sur la base de la même constitution qui sera... Donc, je crois que c'est un peu gênant lorsque des intellectuels africains se comportent de cette façon-là. On a vu au Sénégal le professeur Ouad, on l'a vu sur le terrain. On a vu Ouad avant sa sortie, ce que ça a donné. Et aujourd'hui, il y a un président qui avait dit les intellectuels africains sont les problèmes de l'Afrique. Et donc, je crois que ça revient sur le terrain. On a comme l'impression que nous avons fait nos études, nous avons eu nos diplômes, mais les diplômes qui nous permettent donc de pouvoir encadrer le jeu politique, de s'en sortir, de sortir le jeu politique par les bonnes portes, c'est comme si on ne l'a pas. Mais j'ai toujours dit, moi je ne veux pas juger Alpha Condé. Les Guinéens sont là pour le juger sur le fait. Si ils sont d'accord avec lui, ils sont d'accord. Chaque pays ne mérite que son président. Je continue de le répéter. Est-ce qu'on peut dire que les sillons sont vraiment ouverts pour Alpha Condé? Vous savez, oui, en réalité, les Guinéens peut-être connaissent mieux leur situation que nous autres qui sommes à l'extérieur et qui faisons nos analyses. Mais aujourd'hui, effectivement, M. Condé pense que la seule façon d'obtenir la victoire, c'est d'exiger que ce vote se tienne. Aujourd'hui, comme l'a relevé Basile, on ne peut pas, en même temps qu'on est en train de changer la Constitution, commencer déjà par poser un acte constitutionnel, c'est-à-dire le vote des députés. Sur quelle base on vote ces députés, puisqu'on est en train de changer la Constitution? Mais du moment où, apparemment, la majorité a rapporté sur la minorité et que ça devrait passer, la moindre des choses, c'est que, compte tenu de la situation de la santé publique dans le monde entier, quand on vous fait une proposition, il faudra l'écouter. Parce que je me rappelle que c'est le même Alpha Condé qui était aussi médiateur sur la crise du Togo, qui avait exigé certaines choses aux opposants togolais. Pourquoi on pense que quand il s'agit des autres, ça passe, et quand il s'agit de soi, ça ne passe pas? Puisque quand il était avec Nana Addo, le président ghanéen, mais il y a des choses, c'est carrément un diktat. Ce n'est pas tout qu'on peut dire sur le plateau pour la population, mais les opposants qui ont participé au dialogue, tout comme les représentants du pouvoir, peuvent vous dire les exigences de ces deux présidents en tant que facilitateur ou médiateur. Tu vois que moi, je préfère le mot facilitateur. Parce qu'en réalité, il faut aider les frères ennemis à s'entendre sur l'essentiel. Alors aujourd'hui, c'est la même communauté africaine qui dit au professeur Alpha Condé, mais vous ne pouvez pas aller aux élections dans ces conditions. De toute façon, nous ne pouvons pas venir parce que nous pensons que nous ne sommes pas en sécurité, du moins ce côté santé publique. Alors, il est très important que, effectivement, on ne peut pas dire que des gens se révoltent, mais que des voix s'élèvent peut-être pour nous expliquer mieux, depuis la Guinée, depuis Conakry, ce qui se passe. Il est très important que les présidents qui sont venus au pouvoir après peut-être des dictatures ou après des régimes qui ont duré ou qui n'étaient pas trop démocratiques, il faudrait que ces présidents puissent rassurer les citoyens africains que, mais attention, le monde évolue et avec nous, on peut aller de l'avant. Sinon, beaucoup de citoyens de nos pays d'Afrique vont regretter effectivement le changement. Or, le changement, c'est toujours une bonne chose, mais il ne faudrait pas donner l'impression que, avant, comme le disent les Béninois, mais au temps de Yahi Boni, au moins, on avait ceci, on avait cela. Mais Talon, on ne sait pas ce qu'il veut concrètement. Il faut que les nouveaux présidents puissent rassurer
les populations, les peuples africains qu'ils sont de vrais démocrates. Basile Agbo, est-ce que cela ne vient pas poser cet éternel problème de l'opposant qui s'est dit démocrate, finalement arrivé au pouvoir, ne veut plus partir? Oui, vous savez, lorsqu'on est dans l'opposition, on croit que tout est rose, tout est bien fait, tout doit être bien fait. Et c'est de cette façon on se met à critiquer celui qui est au pouvoir sans se poser la question de savoir pourquoi il y a certains actes qui sont posés. C'est au fait de la réalité, lorsqu'on arrive au pouvoir, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on exigeait aux gens que dans la réalité, la personne ne pouvait pas réaliser dans certaines conditions. Mais c'est malheureux d'être dans l'opposition, de critiquer le pouvoir qui est en place et de revenir, de venir au pouvoir et de devenir pire que celui qu'on était en train de critiquer. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de pays africains qui ont peu ou prou réussi, par exemple, je dirais au Ghana ici. Il faut reconnaître que le Ghana a traversé sa route. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont à un niveau où on peut accepter. Le Sénégal avec tout ce que ça comporte, comme Wade dont je parlais tout à l'heure, qui est venu au pouvoir et qui ne voulait même pas partir. On s'est posé la question, mais le professeur Wade, longtemps dans l'opposition, et il venait, parfois, il prenait des postes de responsabilité dans le gouvernement, il le quittait en criant, etc., etc. Le Sopi, tout le monde le criait. Mais malheureusement, le Sopi n'a pas réalisé tout ce qu'on attendait de lui. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle parfois, il y a dans certains pays, les gens déchantent. Lorsqu'ils ont eu à voir les opposants évoluer, jusqu'à un certain moment, les gens se disent, mais si c'est ça qu'on veut nous présenter, mieux vaut conserver celui qui est là. Et dans beaucoup de pays, lorsque nous disons que l'alternance échoue, c'est vu ces problèmes-là que les pays-là traversent. Après analyse, certains hommes politiques présentent des images où on se dit, mais on ne peut pas avoir confiance en ces gens-là. Et donc, si des comportements comme ça sont vus dans certains autres pays, comme la Guinée, nous sommes en train de dire aujourd'hui, alors ça risque donc de renforcer certains dans leur conviction que mieux vaut rester avec celui qu'on connaît, parce que le diable qu'on connaît vaut mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. Et c'est un peu malheureux, c'est un peu maladroit d'adopter des comportements comme ça. Alors, si c'est de la nature de l'homme et qu'on ne veut même plus voir la vision que nous avons, la vision d'imposer par exemple des systèmes démocratiques à nos États, puisque depuis la boule, on a dit que c'est la démocratie qui est la bonne, qui permet donc le développement. Mais si des présidents vont arriver au pouvoir, partout dans le continent africain, nous avons vu des images comme ça de ces gens qui sont venus au pouvoir et qui n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient que l'autre réalise. Alors, la question se pose de savoir si l'alternance est le sous-basement de la démocratie ou bien le développement est le sous-basement de la démocratie. Voilà un peu des clichés. C'est dangereux pour nos pays africains parce que cela risque de décourager les citoyens dans la marche démocratique. Je suis d'accord avec lui. Lorsque, par exemple, des comportements comme ça sont vus de ceux qui criaient dans l'opposition, de ceux qui pensaient que ceux qui étaient au pouvoir le faisaient mal, et qu'à leur arrivée, ils se présentent pire que ceux qu'on critiquait, je dis, les populations regardent, les populations voient. Il y a des choses qui se sont passées dans certains pays, les gens refusent de comprendre. Mais il faut que les gens comprennent que vous avez donné l'image de personnes incapables de réaliser ce que vous dites aux populations. Et les populations vous quittent sans que vous sentiez. Les populations qui suivaient l'opposition dans certains pays dont je ne veux pas donner le nom, les ont quittés, mais ils n'ont pas su que les gens les ont quittés. Au fait de la réalité, ils se rendent compte qu'on nous a quittés, mais ils disent on nous a volés, au lieu de dire nos populations, nos militants nous ont quittés. On va permettre également à Tommy de se prononcer sur la question. Ce qui veut dire qu'en réalité, Viviane, l'opposant n'est pas forcément un démocrate. Non, on ne va pas limiter le sujet en ces termes. On peut être parce qu'on en voit tous les jours. Non, on peut être au pouvoir et être un démocrate. On a vu également avec Tandja au Niger, entre temps, on voit avec celui qui se dit qu'il a fait près de 40 ans dans l'opposition. Vous savez, j'ai écrit une œuvre qui s'appelle Le Retour du chien.
dans nos cultures en Afrique, presque dans les pays africains, en réalité, on ne rend pas et on revient reprendre. Mais en politique, en Afrique, on peut rendre et revenir reprendre. C'est ça que j'ai appelé le retour du chien, puisque c'est le chien seul qui, s'il ne trouve plus rien à manger, revient avaler ce qu'il avait rejeté avant. Mais on a vu des pays où les gens ont décrié la dictature, nous ne voulons plus de Kérékou, nous ne voulons plus de X, nous ne voulons plus de Y. Et quand ces présidents partent, quelques minutes, quelques heures, quelques années après, on se rend compte que non, au moins autant de Kérékou, il n'a qu'à revenir. Kérékou est revenu. Kérékou est revenu. Il y a d'autres qui sont revenus en la forme de leurs enfants. Il y a d'autres qui sont revenus en la forme de leur Premier ministre. Bon, il y a des Premiers ministres qui n'ont pas eu cette chance de remplacer. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, la tendance au niveau de certains citoyens africains, c'est comme si les opposants ont déçu. Les opposants ont déçu parce que peut-être c'était une erreur puisqu'on a fait miroiter des choses et qu'on ne pouvait pas réaliser. Le pouvoir est un virus. Si vous vous asseyez aujourd'hui dans le fauteuil présidentiel du Mali, bon, je ne vais pas parler du Togo parce que si vous ne savez pas faire les déclarations, le procureur va vous envoyer une demande de levée d'immunité. Faites la bonne déclaration. Non, si vous ne savez pas faire. Donc, il faudrait effectivement que ceux qui sont... Moi, je parle des intellectuels. Je ne vais pas utiliser le mot opposant parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement en Afrique qui sont les opposants. Ouais. Prenez beaucoup de pays, vous allez voir de nouveaux présidents, des fils à papa, des fils des anciens présidents, et qui ont changé de stratégie. Je peux parler du cas du Togo. Monsieur Faure Gnassingbé n'utilise pas les mêmes personnes que son père avait utilisées au temps du RPT. Il a essayé de, entre guillemets, de déboucher de vrais opposants, de grands opposants, des têtes de proue dans l'opposition, pour en faire des collaborateurs directs au niveau du parti, au niveau du gouvernement. Aussi bien que aujourd'hui, dans des pays africains, on ne se retrouve pas seulement par conviction politique, mais on se retrouve aussi par affinité. On parle de la famille, on parle de la provenance. Alors on se dit, mais si notre ancien vice-président est devenu porte-parole du parti au pouvoir, ça veut dire quand même qu'il y a de quoi suivre ces messieurs. Et vous avez vu les scores que UNIR a commencé en 2010. Depuis 2010, de jour en jour, UNIR a plus de partisans. Depuis 2015, UNIR a commencé par rafler du monde. UNIR a essayé de s'installer. Non, mais on parle de la Guinée. Hein. On parle de la Guinée, on parle du Togo, c'est la même chose. Quand c'était chaud chez nous, c'est la Guinée qui est venue nous aider. Donc maintenant que c'est chaud, on va les aider aussi. Alors aujourd'hui, les opposants qui sont devenus des présidents, qui sont au pouvoir, doivent tout faire pour marquer le passage, pour que cela donne envie, effectivement, aux citoyens. À nous qui sommes des jeunes. Oui, de chercher qu'il y ait changement. Autrement, les mêmes systèmes vont perdurer dans beaucoup de pays. Donc, il est très important que M. Alpha Condé essaie de mesurer effectivement la gravité des choses et de grâce qu'on n'amène pas le peuple à l'abattoir, comme on le dit, que ce soit dans l'opposition comme au pouvoir, n'amenez pas vos citoyens vers ce qui est mal. Vous savez très bien qu'en les amenant à faire des rangs, à faire la queue, il peut y avoir des contaminations, il peut y avoir des problèmes. Alors, de grâce, il faut sauver les vies humaines, il ne faut pas sauver les scrutins. Merci beaucoup, Vivien Tomi. Basile Agbo, on va devoir mettre un terme à ce sujet-là. On revient dans une dizaine de minutes pour parler proprement de coronavirus au Togo et puis de cette décision qui a été prise par l'Église catholique romaine.